Vous avez le témoignage des pilotes qui vous disent « J'aimerais bien piloter un truc comme ça parce que c'est pas fait chez nous ». Vous avez des documents aussi qui sont déclassifiés. Et puis vous avez en plus le petit stempel du Pentagone qui dit « C'est authentique ». Qu'est-ce que vous voulez de plus? Après, on nous dit que les ovnis n'existent pas. En Suisse, on n'a pas d'organisme officiel sur les ovnis. D'accord? La France a un organisme qui date des années 70, qui s'appelle le GEPAN. En Amérique du Sud, on a également des offices rattachés souvent à l'armée de l'air. Mais en Suisse, on n'a rien, puisque le département militaire fédéral a décidé que ce phénomène relevait de la croyance. J'ai pu interviewer des centaines de témoins d'ovnis, que ce soit en Suisse, en France, en Amérique du Sud, ou en Australie, ou ailleurs, pour rapporter ce qu'ils ont vu. Parce qu'il y a un besoin de parler, il y a un besoin de partager, il y a un besoin d'expliquer ce qu'on a vu pour peut-être trouver une explication, ou pas. Donc, le travail de l'ufologue, c'est d'aller vers le témoin, de l'écouter, de comprendre son contexte, de comprendre l'observation, d'essayer de trouver une explication, et sinon, effectivement, de rapporter les faits pour essayer, je dirais, de dresser un portrait robot de ce phénomène. Au niveau des ovnis, les ufologues ont eu tendance à beaucoup s'intéresser à l'aspect physique et matériel du phénomène, l'analyse des traces, l'analyse des photographies, des traces radars, etc. Mais tout le versant ou toute la dimension psychologique du phénomène n'a jamais été pris en charge par les ufologues, ou très peu. Donc moi, ce qui m'intéressait de comprendre, c'était l'impact du phénomène sur la psyché, et sur la psychologie et sur la vision du monde des témoins. J'ai vu des témoins changer de métier, j'ai vu des témoins arrêter certaines routines, certaines habitudes, repenser leur manière d'appréhender le monde ou la société ou les relations qu'ils ont avec les gens. Donc ça peut avoir des effets très concrets, au-delà du fait que le phénomène existe ou n'existe pas. Donc il existe déjà en soi de par l'impact qu'il a sur les témoins. J'ai pu observer un ovni, c'était en 1989, j'étais dans un autobus, je regardais par la fenêtre, il devait être à peu près minuit, et ce que j'ai pu observer, c'est 4 ou 5 lumières rectangulaires équidistantes, brillamment illuminées, et puis tout d'un coup, le phénomène, je dirais, s'est arrêté sur place et a fait un virage à angle droit. C'est quelque chose qu'on ne peut pas produire sur Terre, ce type d'accélération foudroyante. Et ce phénomène a fait plusieurs allers-retours comme ça, de l'espace quasiment au sol. Évidemment, ça m'a lancé encore plus dans l'ufologie, puisque j'ai voulu comprendre ce que j'avais observé. D'abord, première chose, est-ce que d'autres témoins avaient observé la même chose? J'ai pas pu trouver d'autres témoins à l'époque. Internet n'existait pas, hein, c'était en 1989, hein, mais j'ai rien pu trouver dans les archives non plus. Mais j'ai été, avec la personne qui était à côté de moi, le seul à l'observer. Donc on était deux quand même. Et j'ai un peu l'impression que ce phénomène m'était destiné, donc il n'était pas là par hasard. Alors je ne suis pas en train de faire un trip égotique en disant que les extraterrestres ont traversé tout l'univers pour venir me rendre visite. C'est pas ça, je pense que le phénomène n'apparaît pas à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Il a un contrôle quasi total sur l'environnement, qui lui permet, je dirais, d'agir un peu en toute impunité. En ufologie, Aimé Michel, le célèbre philosophe, parlait d'ostentation et d'élusivité. Ostentation, c'est-à-dire qu'il cherche à être vu par certaines personnes, mais il est aussi élusif, c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais vraiment à l'attraper. On a eu des cas où plusieurs témoins étaient ensemble. Certains ont vu l'OVNI, d'autres ne l'ont pas vu, ou certains ont vu l'OVNI ayant une certaine apparence et d'autres avec une autre apparence. Donc il y a, je dirais, comme un effet du phénomène sur la conscience de l'observateur. Le phénomène OVNI nous enseigne quoi? Il nous enseigne qu'on peut être également conscience et matière en même temps et qu'on peut passer d'un état à l'autre. On retrouve ça en fait chez l'être humain avec tous les effets psychosomatiques. Hein, vous connaissez l'effet placebo, par exemple. Je peux vous donner une aspirine, vous faire croire que c'est une aspirine, vous la prenez, vous vous sentez mieux. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le pouvoir de l'esprit sur la matière. Et le phénomène OVNI relève d'une technologie qu'on n'est pas capable de produire sur Terre,
mais effectivement, que moi, je décris comme étant bio, conscientiel et mécanique. C'est-à-dire qu'il y a une dimension matérielle au phénomène qui est claire, mais il y a aussi une dimension conscientielle, et puis il y a même une dimension organique. Vous avez beaucoup de témoins, quand ils observent des ovnis, ils disent « mais j'ai l'impression que ça pulsait, j'ai l'impression que c'était vivant, qu'il y avait une conscience qui émergeait de l'objet ». Donc on peut pas la comprendre avec nos outils et avec nos connaissances scientifiques actuelles. Et en fait, ça s'appelle l'incommensurabilité. C'est-à-dire qu'une fourmi ne peut pas comprendre le monde des humains. Elle n'a pas les capacités pour le faire. Ben, nous, en tant qu'êtres humains, on n'aurait pas les capacités de comprendre le phénomène ovni. C'est pour ça que le phénomène ovni nous paraît comme très absurde. La communauté scientifique a très rapidement, dès la fin des années 40, été influencée, contrôlée, manipulée par les militaires. Il faut savoir qu'aux États-Unis, parce que beaucoup de choses viennent des États-Unis en matière d'OVNI, il y a une commission qui a été mise en place, la commission Robertson, en 1953, qui a décidé de faire ce qu'on appelle du debunking, c'est-à-dire de contrôler le narratif sur le phénomène OVNI, de le ridiculiser, non seulement de ridiculiser les témoins, mais de ridiculiser aussi les enquêteurs. Ensuite, si on regarde, on a eu quand même des scientifiques de haut niveau qui se sont intéressés au phénomène OVNI et qui se sont fait carrément dégommer. Je peux vous donner plusieurs noms. James McDonald, aux États-Unis, dans les années 60. Il a très mal fini. En France, on a Jean-Pierre Petit, qui s'est intéressé à la MHD. Il est encore vivant, mais alors, pas été facile pour lui. John Mack, président de la chaire de psychiatrie à Harvard, était prix Pulitzer. Il s'est fait dégommer quand il a commencé à s'intéresser au phénomène des enlèvements, traîné dans la boue par Time Magazine, entre autres. Ils l'ont tous payé très cher. Actuellement, nous avons David Grush. David Grush, lanceur d'alerte, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui préparait les briefings pour Biden, les briefings journaliers de renseignement, les plus hauts niveaux d'habilitation au secret. Il a pu interviewer une quarantaine de généraux, personnes extrêmement bien placées dans les agences, qui lui ont confirmé que le gouvernement américain sait non seulement que les ovnis existent, mais qu'ils détiennent des preuves, et que ces preuves sont confisquées à la connaissance des politiques, mais de l'opinion publique. Il a reçu des menaces de mort. Ça vous calme. On ne ment pas sur le phénomène OVNI depuis 80 ans, je dirais depuis 70 ans. Depuis 10 ans, on observe un virage à 180 degrés, c'est-à-dire que les pouvoirs en place cherchent à faire rentrer dans la tête des gens que le phénomène OVNI existe. Et c'est intéressant parce qu'ils le font, je dirais, au goutte à goutte. C'est un processus de divulgation, c'est un processus d'habituation des masses, de conditionnement des masses, d'ingénierie sociale qui a lieu. Un des tournants de la divulgation a été effectivement l'article du New York Times de décembre 2017. Qu'est-ce qu'a révélé cet article? D'abord, l'existence d'un programme top secret d'études sur les ovnis. Et la deuxième chose, le fait que 3 vidéos ont été déclassifiées, embarquées au sein d'avions de chasse poursuivis par des militaires de l'académie Top Gun, donc la crème de la crème, avec des équipements de détection les plus sophistiqués de l'époque, qui permettent entre autres d'analyser la signature thermique de ces phénomènes, la capacité de ces phénomènes. Et puis ces vidéos ont été authentifiées par le Pentagone comme étant authentiques, et en plus, en disant on n'a pas d'explication à ces phénomènes, quoi, qui ont été aussi observés à l'œil nu par les pilotes et également par le personnel embarqué sur le porte-avions nucléaire, le Nimitz. C'est un des cas les plus solides en ufologie, puisque vous avez une conjonction d'acteurs et de preuves. Vous avez les enregistrements radars, vous avez les enregistrements embarqués dans l'avion de chasse, vous avez le témoignage des pilotes, qui vous disent « j'aimerais bien piloter un truc comme ça, parce que c'est pas fait chez nous ». Et puis, vous avez des documents aussi qui sont déclassifiés. Et puis, vous avez en plus le petit stempel du Pentagone qui dit « c'est authentique ». Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Après, on nous dit que les ovnis n'existent pas.